Bonjour, bienvenue à cette conférence sur le Grand Campus, conférence débat, puisque après la présentation qu'on fera, vous aurez tout le loisir de poser les questions que vous souhaitez. Alors, vous le savez, je pense tous que le projet de Grand Campus est un très grand projet, un projet d'envergure, d'abord parce que c'est un projet immobilier très important, parce que c'est un projet qui va sans doute avoir des implications fortes dans le quartier Croix-Rouge-Maison-Blanche, puisqu'il s'agit de regrouper en un lieu unique, là où sont les fameuses corolles, tous les établissements rémois de l'Université de Champagne-Ardenne, que toute cette concentration de l'université en un même endroit va concerner 23 000 étudiants, plus les enseignants, chercheurs, plus les personnels, que le but, c'est quand même d'améliorer l'offre de formation. Le but, c'est également d'améliorer les conditions de vie des étudiants, les conditions de travail des étudiants, les conditions de travail des enseignants, des chercheurs et des personnels. Le but ultime étant, je pense, vous allez nous le confirmer, que l'Université de Champagne-Ardenne redore son blason et tire son épingle du jeu dans une compétition de plus en plus rude au niveau national ou européen entre les universités. Et puis c'est un projet d'envergure aussi parce que il se veut exemplaire en matière de maîtrise des coûts, on va sans doute en parler longuement, et en matière écologique, on va en parler avec Julien Langer, l'urbaniste, il doit être exemplaire en matière de développement durable. Voilà, donc toutes les facettes d'un projet énorme, puisqu'on parle d'une somme de 250 à 300 millions d'euros, qui doit aboutir, dit-on, en 2020, il faut bien donner une date. Donc je vous propose qu'on fasse le tour de toutes ces facettes du projet avec Gilles Bayal, président de l'Université de Champagne-Ardenne, avec Jean-Luc Koppmann, qui est le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations. Je continue dans ce sens-là avec Julien Langer, qui est du cabinet urbaniste au cabinet Acturba et qui a notamment en charge tout l'aspect développement durable. Catherine Vautrin, présidente de la Reims Métropole et présidente de l'Association des villes universitaires de France. C'est toujours valable. C'est toujours valable. Jacques Meyer, qui est premier vice-président du conseil régional, en charge de toutes les affaires d'enseignement supérieur, recherche, innovation, et, il faut le rappeler, ancien président de l'université. Et puis, à la fin, on donnera la parole à Benoît Bonnefoy, représentant du préfet, secrétaire général des affaires régionales, car ne l'oublions pas, l'université, c'est de la compétence de l'État. Alors, je vous propose, Monsieur le Président, de vous poser une série de questions basiques, un peu comme un jeu télévisé. Oui, bien sûr, avec un micro, ce sera mieux, pour définir les grandes lignes du projet. Donc, d'abord, pourquoi fallait-il réunir en un même lieu tous les établissements rémois ? Avant de vous répondre directement, je vais prendre 30 secondes pour répondre à une présentation que vous venez de faire, redorer le blason de l'URCA. Oui, je savais bien que ce serait un petit peu impertinent. Non, mais c'est en même temps des informations, mais ça permet de camper un peu le dossier. L'URCA, cette année, pour la première fois, est apparu dans un classement dans les 1000 premières universités du monde sur 10 000. Alors évidemment, on n'est que dans les 1000 premiers, on n'est pas dans les 100 premiers, mais c'est la première fois que nous apparaissons dans un classement, et derrière, il y en a 9000 autres. Bon. Par ailleurs, nous sommes pour la première université française à avoir bénéficié, à avoir acquis cette année, le label CEQUINT, qui est le label d'internationalisation des universités. Nous sommes la première de France sur les 75. Et enfin, je découvrais hier que notre université, du point de vue de la réussite des étudiants en master, était la 12e université de France sur 75, loin devant les universités d'Amiens, de Lorraine ou de Strasbourg. Là, c'est un clin d'œil à la réforme territoriale. C'est-à-dire que, certes, nous devons forcément consolider, mais la situation n'est quand même pas sinistrée. On fait trop de sinistrose, et là, je voulais profiter de l'occasion pour dire que nous voulons consolider, nous voulons développer, mais nous ne sommes pas au fond du trou. Donc alors, on va dire continuer à redorer le blason. Et amplifier. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, il y a deux grandes, si je vais à l'essentiel, deux grandes raisons. La première, c'est que la situation actuelle de l'université, qui est éclatée sur plusieurs sites de l'agglomération rémoise, est une situation qui n'était plus tenable de toute façon, puisque l'un de nos campus est dans une situation
extrêmement délicate. Au-delà de 2019, nous n'assurons plus la formation. Vous voulez parler de Moulin de la Housse? Moulin de la Housse, bien évidemment. Et plutôt que de dilapider les ressources de l'université ou l'argent des contribuables, il est clair que, et d'ailleurs c'est le conseil que nous adresse le ministère, hein, il est clair qu'il faut envisager autre chose. Donc, première raison, nous avons un problème immobilier de toute façon sur le campus Moulin de la Housse. Soit on reconstruit sur place, ce qui est extrêmement cher de toute façon, soit on profite de l'occasion pour faire de ce problème une opportunité. Alors une opportunité, c'est la deuxième grande raison. Nous avons la possibilité, dans l'édification d'un grand campus rassemblé, hein, et on parle beaucoup du grand campus Croix-Rouge, mais je profite de l'occasion pour dire aussi qu'il y a à proximité immédiate maintenant, du fait du tramway, le campus santé, qui pratiquement fait partie du même ensemble. Et donc nous avons la possibilité de bâtir un formidable instrument, non seulement un instrument universitaire, mais aussi un instrument du développement de l'agglomération, bien sûr. Il faut replacer, je profite de l'occasion pour dire qu'il faut replacer quand même les questions universitaires dans des ensembles plus globaux, plus vastes, et je pense notamment à la réforme territoriale. Nous avons de grandes universités autour de nous, et si l'agglomération rémoise et la région Champagne-Ardenne veulent continuer à exister dans l'avenir, dans les nouvelles régions, alors il faudra un grand pôle universitaire. Et c'est cette prétention que nous avons. Est-ce que vous voulez dire qu'en regroupant tous les établissements en un même lieu, pour reprendre le mot que m'avait dit M. Cockman au téléphone, on va améliorer la visibilité de l'université de Champagne-Ardenne auprès des publics extérieurs? La qualité, la visibilité, l'attractivité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a la possibilité, c'est pour ça que je parlais d'opportunité, hein, on a la possibilité de reconstruire globalement l'université, de la refonder, hein, c'est l'expression que j'ai utilisée, alors évidemment, autant faire de ce nouvel ensemble un ensemble exemplaire, attractif, non seulement pour les étudiants de notre région, mais bien évidemment pour les étudiants d'autres régions. Alors, je poursuis mes petites questions. La jeunesse du projet, un mot. Quand est-ce que ça a germé dans les esprits et où est-ce qu'on en est? Mes deux prédécesseurs, hein, qui sont encore ici dans la salle, je crois, pourraient peut-être en témoigner, Gérard Marie et Jacques Meyer. Mais si je prends vraiment les dates clés, 2010, vote du conseil d'administration de l'université décidant le transfert du campus La Housse. 2012, à mon arrivée à la présidence, je réaffirme l'urgence et la priorité de ce projet. Et 2013, présentation en avril du projet stratégique qui permet de refonder l'université. Et en juin, présentation avec tous les acteurs locaux, l'État, la région, le Conseil général, l'agglomération, présentation d'une sorte de charte fondamentale pour réaliser ce projet. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont déjà commencé et quelle est la date d'ouverture du nouveau campus? Alors, les travaux ont déjà commencé. Nous avons eu un premier problème urgent à résoudre, c'est la question des coquilles, puisqu'elles menaçaient de s'effondrer. Et nous avons, avec l'aide de l'État, avec l'aide de la ville, avec l'aide de la région, nous avons pu réaliser une opération quand même qui a coûté 8,5 millions d'euros, ce qui pérennise les coquilles, qui, je le rappelle, sont aussi l'emblème de l'université. Les coquilles sont maintenant d'ailleurs classées au patrimoine du XXe siècle. Par ailleurs, un nouveau bâtiment mutualisé pour les formations en droit et en sciences économiques est en train de sortir de terre sur le campus Croix-Rouge. Et enfin, nous avons un projet qui est très avancé avec un financement régional principal sur le déplacement du siège de l'université de la Villa-Douce vers Croix-Rouge, à proximité immédiate de l'hippodrome. D'accord, donc entre le pôle santé et le pôle... Entre les deux, tout à fait. Pour rester dans le projet, est-ce que les étudiants, les acteurs économiques, les enseignants ont été associés à la réflexion dans la phase de maturation du projet? Alors, nous avons associé effectivement l'ensemble des personnels à travers des assemblées de campus, à travers le travail de nos consultants et de nos cabinets qui ont été recrutés aussi bien pour le schéma directeur immobilier
que pour le développement durable, dont on reparlera, ou le numérique. Ces grands schémas directeurs ont bien sûr associé les usagers et nos enseignants. J'ai personnellement organisé des assemblées de campus, des réunions des représentants étudiants pour travailler avec eux sur ce projet qui est un projet très structurant pour la communauté universitaire. La question qui va être très importante à partir de maintenant, c'est pas seulement d'associer la communauté universitaire, mais d'associer aussi un partenaire qui va devenir essentiel, c'est la ville ou la métropole. Ça, on va en reparler, oui. Est-ce que le fait de rassembler tout le monde en un même lieu, d'avoir dans de nouvelles installations plus confortables, va changer l'offre de formation? Oui, parce que il y a, quand je parlais de restructuration de l'université ou de refondation de l'université, je voulais vraiment parler du cœur même de cette structure qu'on appelle l'université. Aujourd'hui, nous sommes encore conçus dans nos bâtiments, dans nos campus, largement avec l'idée qui a prévalu à la construction des universités françaises aujourd'hui, des UFR, des facultés qui associent enseignement et recherche, des écoles, des instituts. À l'occasion du nouveau campus, nous voulons effectivement accompagner les grandes évolutions du paysage universitaire. Je prends deux exemples. Premier exemple, nous avons besoin d'une excellence scientifique pour notre université qui impose le rassemblement de toutes nos unités de recherche autour de grandes plateformes. Traduction concrète, nous aurons des grands bâtiments, des bâtiments qui ne seront plus faculté de sciences, école d'ingénieurs, IUT, mais qui seront des bâtiments dédiés à une recherche qui intéresse toutes ces composantes. Deuxième exemple, une dimension de plus en plus importante de l'université, c'est bien évidemment la participation au développement économique, la participation à l'innovation. On ne cesse d'en parler au cours de la foire de Châlons. Et lorsque l'on regarde une région comme la Champagne-Ardenne, finalement, il faut constater que 90% des chercheurs sont dans notre université, puisque nous avons très très peu de grands organismes, CNRS, INSERM, etc. Donc, si l'on veut effectivement que le mot d'ordre innovation soit crédible dans cette région, alors il faut que l'université puisse travailler au plus près des entreprises, notamment des entreprises innovantes. Donc, sur le campus, il y aura effectivement des espaces nombreux dédiés à la relation avec les entreprises par rapport à la question de l'innovation. Que ce soit pour l'entrepreneuriat étudiant, que ce soit dans une logique de technopole, d'incubateur, nous sommes aussi dans cette situation-là. Et vous voyez tout de suite, à travers cet exemple, que c'est plus de la même université que l'on parle. Les liens avec les autres écoles, par exemple Neoma ou d'autres, les SAD, etc., ça vont être également transformés Alors, le dossier du Grand Campus croise un autre dossier stratégique pour notre région, c'est le rassemblement de tous les établissements universitaires dans un seul ensemble qu'on appelle une communauté d'universités et d'établissements. Traduction concrète, sur le Grand Campus, effectivement, je l'ai proposé à nos amis de Neoma qui cherchaient à pouvoir s'étendre, qui ont des besoins d'espace. Je leur ai proposé effectivement de leur faire une place sur le Grand Campus. Évidemment, il faut qu'ils se décident très très vite, puisque nous sommes déjà dans la phase opérationnelle. Nous avons proposé à l'ESSAD, qui a aussi besoin, l'École supérieure des arts du design, qui a aussi besoin de nouveaux espaces, de s'implanter sur le Grand Campus. Le CNAM l'a souhaité, le souhaite. Et enfin, l'UTT, l'Université technologique de Troyes, qui est une très grande, c'est la très grande école d'ingénieurs de la région. L'UTT a souhaité, avec notre soutien, bien sûr, pouvoir développer à Reims, sur le Grand Campus, une antenne accueillant 1 millier d'élèves ingénieurs. Donc le Grand Campus sera aussi la concrétisation de ce rassemblement universitaire. Quid des autres sites, Chaumont, Charleville, Châlons? Est-ce qu'ils ne vont pas être un peu jaloux d'avoir... Et Troyes. Et Troyes, oui, on venait d'en parler, mais... Alors, comme je l'ai dit, à l'occasion d'ailleurs de la préparation du contrat de plan État-région, je pense qu'il est préférable de parler d'un grand campus à Reims que d'un grand campus rémois. Alors, la distinction que j'opère, c'est que, effectivement, ce que nous construisons sur le Grand Campus, c'est une entité
qui est étroitement lié à la métropole rémoise. Mais il n'y aura pas en Champagne-Ardenne de grande université capable de diffuser sur l'ensemble du territoire, comme nous le faisons sur les 4 départements, avec tous nos sites, s'il n'y a pas un pôle puissant capable de faire contrepoids, comme je le disais, à l'Université de Lorraine ou à l'Université de Strasbourg. Il faut avoir à l'esprit que l'Université de Lorraine, c'est 50 000 étudiants. L'Université de Strasbourg, c'est 45 000 étudiants. Si nous voulons, et pratiquement réunis au même endroit, si nous voulons pouvoir compter dans le paysage régional, alors il nous faut un pôle puissant. Mais ce pôle puissant, je ne reviens pas sur ce que j'avais dit il y a 2 ans, ce pôle puissant, ce n'est pas un pôle qui capte l'ensemble des ressources de la région. C'est un pôle qui, évidemment, profite de l'ensemble du territoire pour redonner au territoire. Car l'innovation, ce n'est pas seulement à Reims. C'est à Châlons, c'est à Troyes, c'est à Charleville. Alors, c'est vrai que le regroupement des établissements permet de donner beaucoup plus de cohérence à ce projet et permet de dire, que ce soit pour Troyes, Châlons, Charleville et même Chaumont, qui est de plus en plus considéré comme fonctionnant en symbiose avec Troyes, il y a beaucoup à gagner avec le grand campus à Reims. Alors, juste les questions les plus épineuses. Combien ça coûte? Qui va payer? Est-ce que vous avez déjà trouvé une grosse partie des financements? Et si vous ne trouvez pas tout l'argent, parce qu'on est quand même en crise, qu'est-ce qui se passe? Si on ne réalise pas notre projet, je l'ai dit tout à l'heure, les activités d'une partie de l'université s'arrêtent. Bon. On peut très bien dédramatiser les choses. Pour moi, c'est dramatique. Bon. Mais on peut très bien les dédramatiser en disant, après tout, si on arrête de former des ingénieurs à Reims, ils se formeront ailleurs que notre région. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout l'optique dans laquelle nous sommes. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure une fourchette, 250-300. Effectivement, vous êtes en plein dans cette fourchette. Les dernières estimations, on affine de plus en plus pour se rapprocher, non pas de l'euro, mais au moins du million d'euros. Nous sommes à 275 millions. Quel modèle de financement? Trois grands pieds. On est sur un trépied. Premier élément de financement, le fait que, bien évidemment, l'université, c'est son projet. Et elle doit y contribuer par elle-même, avec ses propres ressources. Et nous sommes en train de travailler avec la métropole, d'ailleurs, pour obtenir de l'État l'autorisation de pouvoir mobiliser nos propres ressources. Il se trouve que notre université est un établissement qui est bien géré. On parle trop aujourd'hui des universités qui sont en déficit ou qui sont en faillite. Ce n'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Nous sommes dans une situation qui, structurellement, chaque année, dégage des résultats. Ces résultats, nous voulons bien sûr les mettre à la disposition de notre projet. Alors, je dis 3 pieds, c'est peut-être pas 3 tiers, mais c'est une contribution significative. L'université peut amener plusieurs dizaines de millions d'euros sous la forme d'un emprunt. Madame Vautrin, deuxième élément de financement, la valorisation de ce que l'université laisse. Campus Laousse, plus de 45 hectares, plus de 450 000 mètres carrés sur la commune de Reims. Un potentiel considérable. Je dis bien un potentiel. L'université n'est pas propriétaire de son patrimoine. Nous ne sommes pas propriétaires ni des bâtiments, sauf exception, ni du foncier. Ça appartient à l'État. À l'État. C'est l'État. Et la négociation que nous avons aujourd'hui avec le ministère est une négociation permettant de consacrer la plus grande partie possible, la totalité si possible, de la valorisation du moulin de la Housse pour ce projet. Là aussi, c'est un enjeu de plusieurs dizaines de millions. Il suffit de faire des opérations élémentaires, 45 hectares en pleine ville. Bon. Et enfin, troisième élément de financement, c'est un dossier qui, comme je l'ai dit, concerne bien sûr les collectivités, concerne la population d'ailleurs. Je devrais d'abord dire, ça concerne les populations. Et les populations ont des collectivités, élisent leur maire, leurs conseils généraux, leur conseil régional. Et je crois que ces collectivités locales et territoriales
sont de fait impliqués, même si l'université est un opérateur de l'État et relève aujourd'hui des compétences de l'État. On voit bien que pour le développement du territoire, toutes les collectivités que j'ai citées sont forcément gagnantes et seront appelées à y participer. Je rappelle quand même que ce n'est pas non plus original, puisque le contrat de plan État-région, depuis déjà longtemps, associe les collectivités territoriales aux grands projets immobiliers universitaires. L'université de Bordeaux est partie dans un plan de rénovation de tous ces établissements et qu'on peut peut-être comparer. Et elle va, a priori, dégager 538 millions pour 80 000 étudiants. Si on fait le ratio, on voit qu'à Reims, c'est quand même un peu cher. Rappelez-moi les chiffres. 538 millions pour 80 000 étudiants. C'est pas... Si on prend Reims, 275 pour 23 000 étudiants. Oui. C'est pas du tout une opération comparable à celle de Reims. Il n'y a pas d'opération comparable à celle de Reims. C'est pas comparable. Partout ailleurs en France, les grandes opérations immobilières, je parle des grandes opérations, car il y en a des petites, bon, bien évidemment, les grandes opérations immobilières sont des opérations qui sont partielles, qui ne remettent pas, enfin, qui n'interpellent pas l'ensemble de l'université. On reconstruit une faculté, on bâtit un nouveau campus, et là, on est, je dirais, dans l'additif. Par ailleurs, Bordeaux, 580 millions, je ne connais pas l'état des finances des collectivités territoriales, mais c'est des sommes aussi considérables. Moi, je crois qu'actuellement, en France, il existe sans doute un seul projet de l'ampleur et de l'ambition qui est la nôtre. En même temps, ce projet, c'est aussi une extraordinaire promesse qui est faite à l'ensemble de nos collectivités, à l'ensemble du territoire. Alors, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est cher de dire, finalement, nous investissons dans ce grand campus, nous investissons pour l'avenir de ce territoire, quel qu'il soit d'ailleurs du point de vue de ses limites administratives demain. Qu'est-ce qui est le plus coûteux? Vous savez, je ne pourrais pas paraphraser, c'était le président Lincoln, je crois, qui disait « Vous trouvez que l'éducation, c'est cher? Essayez donc l'ignorance. Essayons sans. » Et on voit bien que, plus que jamais, l'avenir d'un territoire va dépendre demain du potentiel de formation, de recherche et d'innovation que ce territoire est capable de se donner. Et plus que jamais, aujourd'hui et en Champagne-Ardenne, la question se joue au niveau de l'université, au niveau du potentiel scientifique. Alors, je ne veux pas dire par là que le scolaire, les écoles, les collèges et les lycées sont secondaires ou sont accessoires. Mais tout le monde comprend bien que la question de l'innovation, notamment, la question de l'innovation implique un grand projet universitaire et scientifique d'abord. Merci d'avoir, comme ça, répondu à toutes ces questions qui permettent de recadrer le projet. On va passer le micro à Julien Langer, à qui je vais juste poser une seule question, enfin une double question. À quoi ça va ressembler, le grand campus? Est-ce que ça ressemble à l'idée qu'on se fait des campus à l'américaine? Et quelles contraintes vous avez quand vous imbriquez une telle mini-ville dans un autre quartier? Merci. Mais je vais juste dire deux mots sur un petit peu la mission qui nous est confiée, qui s'inscrit dans la continuité et l'amplification un peu de la traduction opérationnelle du projet, puisqu'il y a eu le schéma directeur immobilier, le schéma directeur du numérique, et puis un certain nombre d'autres missions qui ont préparé celle-ci. Et celle-ci a une double vocation. On est en 3 partenaires dans l'équipe qui a été recrutée. Donc, moi, je suis architecte urbaniste. On est une agence à Paris. Et on est associé à des spécialistes de l'énergie, d'un côté, et d'autre part, à un cabinet qui s'occupe de responsabilité sociale et environnementale et qui va bâtir avec l'université le plan vert de l'université. Ça me permet déjà de dire un petit peu aussi le niveau d'ambition et de globalité, en fait, de ce qui est, disons, en cours de travail en ce moment, et qui va dessiner effectivement à la fois quelque chose je dirais, de construit, d'aménagé, de bâti, mais aussi toute une série de mesures et d'actions qui visent à engager aussi des changements dans les comportements.
Ça serait peut-être le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éco-campus, aussi techniquement bien conçu soit-il, qui puisse fonctionner et qui puisse être efficace sur le plan de l'économie d'énergie, sur le plan de la réduction des déchets et leur valorisation, sur le plan du fonctionnement des espaces naturels qui peuvent venir accompagner le campus, sans qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la communauté universitaire, de l'ensemble des usagers, de la manière de le faire fonctionner, de le faire vivre et même de l'améliorer, d'être force de proposition. Alors, on reviendra sur l'aspect éco-campus après. Juste, le plan de masse, vous reprenez, quelles sont les contraintes que vous avez pour imaginer le développement urbain de ce campus? Alors, on pourrait effectivement parler de contraintes, il y en a toujours. Je dirais que sur ce site, nous, ce qui nous a frappé d'emblée, c'est surtout les opportunités. D'une part, il y a de la place. Effectivement, le campus Croix-Rouge est aujourd'hui relativement à l'aise sur son site. Donc, il y a des opportunités de structuration. Deuxièmement, il y a un paysage, pour ceux qui sont allés sur le campus ou qui en sont des usagers quotidiens, assez fascinant, puisqu'on a un effet de topographie qui fait que quelque part, on est en bout de la ville de Reims aujourd'hui, mais on est face à la nouvelle gare TGV et on est face à la montagne de Reims. Donc on est dans un site, à mon sens, d'exception sur le plan, disons, des potentiels pour l'organiser, le structurer. D'ailleurs, les architectes qui ont construit les coquilles et puis les établissements existants l'ont bien perçu. Il y a déjà finalement un rapport au paysage, un rapport au site qui est un potentiel sur lequel on va s'appuyer. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Il y a un deuxième élément extrêmement intéressant dont tous les campus de France ne bénéficient pas. C'est une excellente desserte, puisqu'on est à 15 minutes dans le centre-ville par le tramway, la ligne de tramway, qui est un levier puissant de relation entre la ville, les quartiers où habitent majoritairement aujourd'hui les étudiants et le campus. Et deuxièmement, effectivement, cette forte proximité atteignable en tramway également, qui est la gare TGV Reims-Champagne-Ardenne, qui met quand même Paris à 37 minutes. Ça veut dire les grandes bibliothèques parisiennes, ça veut dire les opportunités de relations avec les chercheurs, ça veut dire aussi l'ouverture à l'international. Donc on a un site qui, pour nous, est un potentiel exceptionnel. Très bien. J'en profite pour dire qu'on dévoilera sous le drap blanc là, la maquette du grand campus à l'issue de cette conférence. Alors, on va passer. Je précise, c'est une maquette de l'état des lieux existant. C'est pas le projet encore. C'est pas le projet. Hein? C'est une maquette, comme on dit, de réflexion. Voilà. Alors, on va passer la parole à Catherine Vautrin et le micro. Donc, vous êtes présidente de l'agglomération. Pour vous, de Reims Métropole, pour vous, l'université, est-ce que c'est un espace important? Est-ce que c'est un espace de poids? Comment est-ce que vous le considérez dans le développement de la métropole? C'est clairement un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que ça a été dit tout à l'heure. Vous avez vu les chiffres, vous les avez devant les yeux, les chiffres qui défilent. Quand on regarde le nombre d'enseignants, quand on regarde le nombre d'étudiants, c'est clairement l'un des éléments du développement économique de l'agglomération. C'est également un élément d'attractivité parce que quand on regarde ce nombre d'étudiants, combien d'étudiants viennent de la région et même au-delà des frontières de la région, viennent à Reims pour faire leurs études. Donc clairement, pour Reims Métropole, premièrement, un enjeu majeur. C'est aussi un souci. C'est un souci parce que nous savons que nous avons aujourd'hui des bâtiments qui ne correspondent pas à ce que l'on peut attendre. Et là aussi, en termes d'attractivité, c'est extrêmement difficile. C'est difficile en centre-ville quand vous voyez boulevard de la Paix, l'accès à la présidence de l'URCA, c'est une difficulté. Quand vous voyez certains des éléments du campus Croix-Rouge aujourd'hui, vous savez, moi je n'oublie pas que lorsque j'étais ministre de la Ville, c'était il y a pratiquement 10 ans, j'ai à l'époque dégagé des fonds pour aller mettre des étais dans ce qui était la faculté de lettres. Donc c'est dire s'il y a clairement des besoins. Donc le constat, je le partage totalement. La localisation nous interpelle beaucoup pour une raison très simple. Nous pensons, je dis nous parce que c'est le cas de l'ensemble des élus et particulièrement du vice-président chargé de l'enseignement supérieur qui est dans la salle, Jean-Pierre Bellefy, que je salue. Nous pensons que clairement, Croix-Rouge est à un tournant. Pourquoi? Parce que Croix-Rouge était finalement le quartier au sud de Reims, un peu en fin de ville, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, Croix-Rouge est l'épicentre entre la gare de Besançon d'un côté, le centre-ville de l'autre. C'est dire
si ce quartier est probablement l'un des quartiers de Reims qui peut connaître la plus grande des métamorphoses. Vous savez qu'avec Jean-Louis Borloo, nous avions voulu faire de Reims un des laboratoires de la rénovation urbaine. Reims a obtenu le 5e programme en rue de France. 500 millions d'euros pour faire de la rénovation urbaine. Croix-Rouge n'est pas encore terminée. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, Croix-Rouge est extrêmement bien desservie par le tramway. Et donc, demain, y apporter une activité très importante, plus importante que celle qu'elle n'est aujourd'hui. Et l'élément moteur, pourquoi? Parce que quand on veut équilibrer un quartier, c'est pas simplement un endroit où on dort, c'est un endroit où on vit. Aujourd'hui, on vit tout près du campus, évidemment, droit et sciences humaines, on vit près du campus santé, mais que tout ça ait une nouvelle dynamique est tout à fait important. Donc là-dessus, et ce ne sont pas que des mots, parce que si l'on regarde l'engagement de Reims Métropole aujourd'hui pour l'université, ce sont près de 600 000 euros versés par Reims Métropole chaque année en fonctionnement, et également des accompagnements. Cette année, c'est 150 000 euros d'investissement qui sont versés. C'est aussi le financement d'une chaire, et cette chaire en fait de biotechnologie, c'est Reims Métropole qui la finance à 75% pour plus d'1 million d'euros. Donc c'est pas simplement un cri du cœur, oui nous aimons l'université, c'est oui nous accompagnons l'université, car nous pensons que c'est un outil de développement et d'attractivité de l'agglomération. Et un outil de développement économique, est-ce que vous pensez que l'université est bien positionnée avec son offre de formation pour accompagner ce que vous pensez être les voies de développement économique de la région? Alors, il ne vous a pas échappé que si nous accompagnons de façon extrêmement majoritaire la chaire de biotech, c'est parce que nous croyons beaucoup, notamment à ce segment, et que nous souhaitons faire de Reims une capitale de la bioéconomie. Pour autant, il est évident que pour la donne médicale, qui est un segment économique majeur, quand vous voyez les investissements qui vont être faits à Besançon, nous en parlions hier avec le maire de Besançon, sur le pôle Courlancy, nous avons le CHU, sans la faculté de médecine, tout ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà un deuxième exemple extrêmement important, et je pense que les formations qui sont faites à Reims sont majeures, et que quelque part, quand le président parlait à l'instant de la commu et de la volonté de rassembler, pourquoi pas Néoma, pourquoi pas l'UTT, il y a là une offre complémentaire qui est tout à fait importante. Il est clair que pour l'agglomération, nous estimons qu'il est tout à fait nécessaire que l'agglomération ne soit pas simplement un financeur occasionnel de telle ou telle action, mais que nous soyons clairement un partenaire de l'université dans les choix qui sont faits en matière économique. Et quand je vois les partenariats qui existent entre l'université et certaines entreprises de la région, prenons l'exemple du pôle Materalia, qui est typiquement un pôle qui a des applications concrètes. Aujourd'hui, Materalia se décline sur toute la région Champagne-Ardenne. Si demain, nous sommes capables de faire un cluster santé à Besançon, à côté de la nouvelle polyclinique, voilà encore un nouvel exemple de développement économique pour la région. Donc nous, évidemment, l'attractivité passe par la création d'emplois. La création d'emplois, elle passe par la recherche et le développement qui se font majoritairement à l'université. Donc quand vous allez être sollicité pour mettre la main à la poche sur le projet Grand Campus, vous allez avoir des exigences, vous dites que vous voulez être un partenaire, vous allez avoir des conditions pour régler votre dotation? Vous savez, j'ai même noté le triptyque de Monsieur le Président. L'université, ça me va bien, ça me paraît d'une logique absolue. La valorisation des anciens locaux, on a là un sujet juridique à discuter avec l'État qui n'est pas simple sur le statut des 45 hectares. Et puis le troisième triptyque, moi je veux bien qu'en partie il y ait les collectivités, mais pour moi le troisième élément du triptyque, il manque quand même l'acteur majeur qui est l'État. Parce que quelque part, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la compétence universitaire, c'est celle de l'État. Bien évidemment, les collectivités ne peuvent pas se désintéresser, mais les collectivités ne peuvent pas non plus se substituer. Nous nous substituons déjà suffisamment, donc il y aura là clairement une discussion tout à fait constructive, je n'en doute pas, mais qui sera une discussion importante avec l'État sur le rôle et les responsabilités de chacun. Et tout à l'heure, Gilles Bayat faisait allusion à un premier sujet que je vais essayer de régler en tant que présidente de la VUF, qui est la capacité d'emprunt pour les universités. Voilà un sujet très concret sur lequel il faut qu'on arrive à obtenir des réponses. Si demain, des universités comme celle de Reims, qui ont une trésorerie qui permet d'aller discuter avec des banquiers, ben clairement, c'est un élément non négligeable pour l'édifice. Et puis, vous savez, il y a un autre point qui va vous paraître marginal, mais auquel je suis également très attachée. Tout à l'heure, Gilles Bayat parlait des coquilles éléments du patrimoine 20e. Vous savez que dans les outils
économique de la ville de Reims, il y a le tourisme. Eh bien, très concrètement, là aussi, nous avons une réflexion à mener. Tout ce quartier Croix-Rouge, c'est un élément du patrimoine 20e qui est majeur. Que demain, ensemble, nous soyons capables de construire la réponse 21e, je crois que c'est quelque part installer aussi notre agglomération dans la durée et dans l'avenir. Et là-dessus, bien évidemment, que nous répondrons présent. Relancer le tourisme à Croix-Rouge, ça va être difficile quand même. Non, pas du tout. Sur le patrimoine 20e, bon. il y a un vrai sujet et il y a un élément tout à fait important. Reims est extrêmement bien placé pour travailler sur des entretiens architecturaux. Les architectes sont très intéressés. Vous savez qu'on nous parle beaucoup en ce moment de tout ce qui est 14-18, avec tout le respect qu'on a pour les combats de 14-18, mais 43 maisons à Reims en 1918, 12e ville de France il y a un siècle après. Les urbanistes ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je peux vous dire que pour avoir discuté avec des gens extrêmement compétents qui sont l'ensemble des universitaires de IATER, notamment, nous pensons que là-dessus, Reims a une carte à jouer et on retrouve l'université, la place de l'université. Dernière question, vous êtes présidente de l'Association des villes universitaires de France. Le projet de Reims est exemplaire par rapport à tout ce que vous voyez ailleurs Alors, je vais être très honnête, je suis présidente de la VUF depuis juin dernier, donc je n'ai pas encore tout vu, donc je ne veux pas faire cocorico trop rapidement, mais en tout cas, c'est incontestablement l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, et ce qu'il a de particulier, c'est surtout le regroupement en un site unique, et c'est cela qui est tout à fait particulier. Bien, je vais vous demander de passer le micro à Jacques Meyer. Vous avez été président de l'université de 1997 à 2002, ça je ne me trompe pas. Exact. Est-ce que vous auriez rêvé ce projet de refondation de l'université tel qu'il se fait aujourd'hui ? Honnêtement, non, parce que les problèmes qu'on avait en 1997, et fort heureusement, d'ailleurs, c'était ne sont les plus les étés, mêmes que maintenant. Heureusement, la vie évolue, la société évolue, etc. Bon, mais je veux dire par là, est-ce que des vous problèmes de pensez locaux. que c'était bien de regrouper déjà, c'était un handicap d'avoir tous ces sites éclatés ? Alors, à l'époque, effectivement, nous étions sur 3 campus avec des bâtiments un peu dispersés dans toute la ville. Et le grand événement du moment, c'était le regroupement de tous les services de la présidence à la Villa Douce, au centre-ville de Reims, dont l'acquisition avait été faite 2 ans avant par le président de l'époque, qui était Claude Séverin. Donc voilà, c'était déjà énorme par rapport à ceux qui ont pu connu, parce qu'avant c'était un rue Boulard, un tout petit bâtiment, et c'est là qu'on voit que finalement l'administration fait que grandir. Comme dans toute administration, c'était donc le sujet de l'époque. Non, honnêtement, les problèmes qu'on se posait ne sont pas ceux d'aujourd'hui, et je trouve que l'évolution de l'université a été un accroissement de ses activités, de sa palette de formation, de la qualité de ses laboratoires, du nombre de chercheurs. Voilà, l'évolution est extrêmement positive. Alors, je vais vous reposer la même question qu'à Catherine Vautrin. Est-ce que vous pensez que l'université aujourd'hui est en phase avec les attentes que peuvent avoir les milieux économiques, c'est-à-dire d'accompagnement des pistes de développement économique dans la région ? Écoutez, je ne peux pas répondre au nom des milieux économiques, mais je peux vous dire que la stratégie de l'université est totalement en phase avec la stratégie du conseil régional. Et que les projets de l'université nous conviennent très bien, parce que justement, a été mis en avant l'attractivité, le rayonnement de l'université comme facteur de développement économique de notre territoire, et ça nous convient très bien, parce que ça s'inscrit alors dans un cadre plus général, pas seulement français mais européen. C'est la stratégie de Lisbonne qui avait été mise en avant, l'économie de la connaissance, développer la matière grise pour redévelopper nos vieux pays de l'Europe dont l'industrie arrivait plus ou moins à être à bout de course, donc les nouvelles technologies, tout ce qui se fait dans le secteur de la santé, etc. Voilà, tout ça, il y a des chantiers de la connaissance qui vont être extrêmement utiles pour refaire partir l'économie de l'Europe. Donc cette stratégie de Lisbonne, ça a été décidé en 2000. Donc nous sommes, et ça a été depuis bien évidemment réappuyé par les commissions de Bruxelles successives. Nous sommes en plein cœur dedans, et c'est pour ça que la stratégie de l'université nous convient bien, parce qu'elle se veut comme étant au service de notre territoire et de son développement économique. Alors, en tant qu'observateur attentif du développement universitaire et de recherche et d'enseignement supérieur, est-ce que vous pensez que le plan qui est en cours, ce grand campus, va permettre à l'université de Reims de se démarquer, on va dire,
des autres pôles universitaires qui se regroupent avec Paris, avec Lille, Alors, avec je ne la sais Lorraine. pas si le terme de se démarquer est le bon terme, mais je vous rappelle quand même, parce que souvent les ministres passent, mais les administrations restent, au moins dans le ministère de l'Éducation nationale, je pense que c'est pareil dans tous les ministères, il y a quand même une stratégie de long terme de l'État de regrouper l'enseignement supérieur en accent sur 10. Hein, il y a 10 grands pôles universitaires, un plan campus unitaire, etc. Donc, ce qu'on appelle les universités à deux vitesses. Donc, tout l'enjeu pour l'université de Reims, alors c'est peut-être pas être dans les 10, mais quand on dit ça peut être 12, ça peut être 15, mais être dans le premier groupe. C'est ça l'enjeu pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et c'est en ce sens-là que le président, comme les présidents précédents, hein, bien évidemment, c'est le sens de l'université, d'essayer de se mettre à la hauteur au moment où il y a eu le plan campus, et c'est ça qui a été regrettable finalement pour notre région. Nous n'avons pas déposé de projet. L'université Oui, n'a pas déposé le plan campus 2008, je crois. 2010. 2010-2012. Voilà. L'université de Reims n'a pas candidaté. Mais Voilà. pourquoi? Alors pourquoi elle a candidaté? Parce qu'elle n'avait pas un projet tout ficelé comme d'autres grandes universités l'avaient. Par conséquent... Mais vous croyez qu'il aurait pu être retenu parce que... Je ne sais pas, on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, le projet n'a pas été déposé à ce moment-là, et c'est regrettable parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu les financements de l'État, dont maintenant on paye, hein, parce qu'il ne faut pas croire que ça se fait en un an. À l'heure actuelle, le ministère se félicite que les opérations de cette opération Grand Campus vont pouvoir enfin trouver leur financement. Donc ça s'étale sur plusieurs années. Donc on court après le temps, si vous voulez. Et c'est pour ça que rien n'est gagné, rien n'est jamais acquis, mais c'est pour ça aussi qu'il faut se battre pour cette stratégie de l'université, pour que le projet du grand campus de l'université nous permette de nous hisser dans les tout premiers. On ne sera pas le premier, on ne sera pas l'Île-de-France, on ne sera pas Rhône-Alpes, etc. Voilà. Mais on peut faire bonne figure. Pour faire un parallèle avec le foot, l'idée c'est d'être leader de la Ligue 2 par rapport à la... Voilà, et avec la vocation d'essayer la saison suivante d'être en Ligue 1. Voilà, ou deuxième partie de Ligue 1. On me dit Ligue 1. Ça dépend du Ligue 1. nombre d'équipes d'universités retenues, mais peut-être qu'on n'a pas été dans le grand campus, mais voilà, s'il fallait donner un chiffre, il faut être dans les 15 premiers ou 20 premiers, parce que, et ça a été dit, puisqu'on est en plein dedans avec la réforme territoriale, si on est associé, par exemple, à la Lorraine et à Picardie, à la Lorraine et à l'Alsace, ils ont des très grands campus. Voilà. Donc nous, il faut qu'on arrive à jouer d'un cours des grands. C'était ma question suivante. Comment vous voyez, justement, est-ce que c'est un handicap ou une chance de s'associer avec la Lorraine? Alors, c'est une chance si vous... Par certains aspects, ça peut être inquiétant par d'autres. Enfin, on ne va pas là discuter ce qui sera peut-être discuté cet après-midi en présence de Madame la ministre Lebranchu, mais certainement au niveau de la recherche, on a beaucoup de contacts avec l'Université de Lorraine, notamment, comme vous l'avez dit, dans le pôle Materalia. Bon, par contre, en ce qui concerne tout ce qui est les agro-ressources, c'est plutôt la Picardie. Bon, voilà, maintenant, il y a d'autres éléments qui jouent pour... autre que universitaire pour nous rassembler avec d'autres régions. N'empêche que de toute façon, quelle que soit la loi, il faudra un grand pôle universitaire pour la Champagne-Ardenne, parce que c'est ça qui sert de locomotive au développement économique. On le voit dans le pôle industrie agro-ressources, quand même, qui est l'un des tout premiers au monde, et qui, depuis le début, là je me tourne vers le président Savary du Conseil général que je salue, depuis le début, les collectivités territoriales ont cru en ce projet-là. Et on voit au bout de 10 ans, parce que c'est toujours long à monter un projet, ça ne se fait pas comme ça, par un claquement de doigts, on voit au bout de 10 ans que maintenant, on est reconnu. La Champagne-Ardenne et la Picardie sont quand même reconnus comme étant leaders en Europe. Hein, c'était quand ça a été fondé le pôle IAR, c'était ça, être pour 2015 le leader reconnu en Europe. Eh bien, c'est en passe d'être réussi. Donc c'est quand même, c'est là qu'on voit que le travail de longue haleine paye. Donc, tant d'enthousiasme de votre part laisse supposer que le Conseil régional sera favorable à financer une partie du projet. Bien évidemment, on l'a toujours fait. Alors, dans un cadre précis qui était le contrat de plan État-région. Oui. Donc, on attend avec impatience le suivant. Je vous rappelle que la reconstruction du campus de Croix-Rouge, enfin la partie, disons, littéraire, sciences humaines, a été fait à travers les CPER. On arrive... C'est le deuxième pour vous montrer quand même qu'il faut la durée. Hein, donc ça fait 6 ans, 13 ans, ça fait 13 ans qu'on a démarré et c'est pas terminé. Donc c'est des opérations quand même qui sont
de longue haleine. Mais nous, on a un cadre que c'est le CPER, c'est-à-dire qu'à priori, à parité avec l'État, nous finançons l'immobilier universitaire, ce qui n'empêche pas, je vous rassure, que d'autres collectivités puissent y participer, bien évidemment. Mais le déclic, c'est quand même l'État. C'est à l'État de donner le déclic, de donner son accord avec ce projet et avec les financements, sachant que tout se fera pas en 1 an, 2 ans, et il faudra certainement plusieurs années pour monter le projet. Une dernière chose que sur laquelle je voulais appuyer, en tant que, évidemment, conseil régional, on est très soucieux de l'enseignement supérieur sur l'ensemble de notre territoire. Et pour vous dire que nous adhérons totalement à la stratégie de l'université, à la fois de regrouper ses forces sur son pôle central, sur Reims, pour peser davantage, mais en même temps de développer ces autres antennes, que ça soit à Troyes, à Charleville, à Chaumont et peut-être demain à Châlons et peut-être demain à Chaumont, mais en même temps la stratégie de regrouper l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de Champagne-Ardenne avec l'UTT, avec Neoma, avec l'école de commerce de Troyes, peut-être demain les ZAD ou d'autres établissements. Voilà, il faut une stratégie qui soit cohérente et globale, et c'est le cas à l'heure actuelle. Merci, Monsieur Meyer. Alors, on va passer le micro à Monsieur Kopman, directeur régional de la Caisse des dépôts, le bras armé de l'État. Et en quoi la Caisse des dépôts, tous les regards se tournent vers vous, en quoi la Caisse des dépôts, pourquoi elle soutient les projets universitaires, une motivation propre à soutenir ces projets-là? Le bras armé va répondre. Oui. Donc, écoutez, nous soutenons, quand on regarde les axes stratégiques de la Caisse des dépôts et consignations, nous trouvons l'entreprise, le développement économique, nous trouvons le logement, nous trouvons le numérique, le développement durable. Donc, on soutient l'université, on soutient le développement de l'économie de la connaissance, parce que tous les vecteurs de nos axes stratégiques, tous les axes se retrouvent au sein de l'université. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'université, donc, ne serait-ce que sur l'innovation, par exemple, on a aujourd'hui des sociétés d'accélération de transfert technologique. Ces sociétés-là vont financer la maturation. Donc, c'est tout nouveau. Avant, la maturation n'était pas financée. Financer donc aussi les brevets pour la création donc de brevets et la création de start-up, donc des sociétés innovantes à forte valeur ajoutée. Donc vous voyez, en finançant l'université, voilà ce que nous finançons. En fin de compte, nous finançons une économie à forte valeur ajoutée, créatrice d'emplois à forte valeur ajoutée. Ça, c'est important. On est en plus dans des projets de territoire parce que, de fait, et vous savez qu'historiquement, la Caisse des dépôts et consignations, nous sommes le partenaire des collectivités locales. Nous sommes nationales, bien entendu, la Caisse des dépôts est nationale, mais nous avons des directions régionales, c'est bien pour être au plus près des territoires. Et le projet universitaire est un projet de territoire. Donc, si vous voulez, tout ce projet de territoire, pour créer des emplois modernes à forte valeur ajoutée, c'est le nœud de l'université aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous soutenons les universités. Donc, Monsieur le Président Baya n'a pas tellement de mal à vous convaincre de l'accompagner dans le projet Grand Campus. Non, alors là, on est à la Caisse des dépôts, mon prédécesseur l'était, et puis je suis au-delà même, si vous voulez, de l'aspect Caisse des dépôts, je crois beaucoup à ce projet universitaire, très clairement. Pourquoi je crois au projet Grand Campus à Reims? Vous m'avez dit qu'il était exemplaire. Oui, à Reims pour la Champagne-Ardenne. C'est important. Je tiens à dire tout de suite, parce que j'ai peur de l'oublier, on n'intervient pas dans un dossier pour être en deuxième division. Hein. On croit à l'université en première division. Sinon, la deuxième division, objectivement, on n'a pas besoin de nous pour être en deuxième division. Hein, je dis ça modestement, mais donc c'est la première division. Alors, exemplaire. D'abord, j'ai envie de vous dire, ce projet répond à une nécessité. Nous sommes quand même dans une région qui perd ses jeunes, qui n'arrive pas aujourd'hui à retenir ses jeunes. Bon, pour retenir des jeunes dans une région, l'université, c'est vraiment le meilleur vecteur. Donc, on se tient ce projet également. Je ne peux même pas dire que c'est un projet sans coquille. Excusez-moi, je ne pourrais pas. Bon.
Pardon. Donc, on soutient ce projet, c'est important, parce que ce projet est exemplaire. D'abord, et je ne voudrais faire rougir personne, mais c'est un projet qui est soutenu par l'université, par ses dirigeants au plus haut niveau. C'est-à-dire, il y a une implication de la direction de l'université à ce projet. Je peux vous dire, ce n'est pas partout le cas. Il y a des endroits où on délègue. Là, non, il y a une application de la direction. Donc ça, c'est important. C'est un projet exemplaire également. Pourquoi? Parce que j'ai vu des projets où, une fois qu'on avait fait le schéma directeur immobilier, on se disait « Ah, c'est vrai, il faudrait peut-être penser au développement durable, penser au numérique. » Or, ce projet de l'université, il a, en amont, intégré ces notions. Donc, si vous voulez, les choses partent bien parce qu'elles partent dans le bon sens. En même temps qu'on réfléchisse à un schéma directeur immobilier, on réfléchit au numérique dans les bâtiments et on réfléchit au développement durable. Et ça vous allez me dire, mais c'est évident. Non, c'est pas évident, c'est pas partout. Ici, à Reims, nous l'avons. En Champagne-Ardenne, nous l'avons. Donc ça, c'est encore une autre raison. Il y a encore une autre raison, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, toujours pour favoriser le développement économique, retenir les jeunes, aujourd'hui, il faut être lisible, il faut être visible, très clairement. Donc, si vous voulez, la configuration actuelle de l'université sur plusieurs sites, dans des bâtiments un peu vétus, certains même ne sont plus tout à fait aux normes de la sécurité. Attendez, c'est pas ça qui va attirer les jeunes, quoi. Je sais bien que les fondamentaux, c'est la qualité de l'enseignement, domaine dans lequel nous n'intervenons absolument pas, on n'est pas du tout dans la gérance, mais enfin, les bâtiments, un lieu unique, un lieu un peu, entre guillemets, qui accroche, avec d'un beau projet architectural, ça compte, c'est essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'est pas dans la lisibilité, si on n'est pas visible, si on n'accroche pas. Voilà, c'est une contre. Alors, en plus, ce qui nous intéresse aussi dans ce projet, c'est, vous savez, à la Caisse des dépôts, on est un peu œcuménique. Donc, on travaille bien entendu avec les grandes villes, avec les métropoles, mais on travaille également avec des villes plus petites et on s'intéresse même au territoire rural. Or, ce projet de l'université qui s'intéresse, qui est à Reims, j'ai envie de vous dire, c'est comme une flotte. Dans une flotte, pour que ça fonctionne bien, il y a un vaisseau amiral. Le vaisseau amiral, ça, à Reims, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des beaux bateaux à Châlons, à Charleville, à Troyes ou à Chaumont. Très clairement. Donc, vous voyez, ce projet-là, en plus, je ne vais pas être trop long, mais ce projet nous intéresse beaucoup parce que c'est un vrai projet de territoire. Vous savez, bon, la Caisse des dépôts, on est fortement impliqué également, à côté de l'État, bien évidemment, et des collectivités locales, dans ce qu'on appelait les zones en rue. Or là, nous sommes quand même, et Madame Vautrin l'a souligné tout à l'heure, on est à la charnière entre la modernité de la gare TGV, un quartier en rue dans lequel il faut croire, vous savez, on a investi, quelquefois on dit les quartiers en rue, on a investi dans le centre commercial de l'hippodrome, eh ben, avec les Pareca, en partenariat, on est toujours en partenariat, là c'est avec les Pareca. Ben, ce centre commercial dans une zone en rue fonctionne et fonctionne très bien. Voilà. Mais l'université, si vous voulez, en liaison donc avec ce quartier en rue, c'est essentiel, c'est vraiment un projet de territoire. Alors, tout est beau, tout est magnifique. Finalement, il y a peu de reproches qui soient faits ou de petits grains de sable dans ce projet-là. Il reste quand même le financement. Comment vous appréhendez les choses? Parce qu'on parle de 275 millions, c'est quand même une somme en pleine crise. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus ou est-ce que vous avez des réserves? Enfin, franchement, si je n'avais pas été optimiste, je pense que je ne serais pas sur la scène aujourd'hui parce qu'on s'attend toujours à cette question sur le financement. Mais le financement, si vous voulez, on l'a bien vu, c'est une affaire entre l'ensemble des partenaires du dossier, dont la Caisse des dépôts et consignations. 275 millions quand même. Mais 275 millions, si vous voulez,
aujourd'hui, alors ça, on va parler de l'université, mais aujourd'hui, il y a les possibilités de financement, les ressources existent. Vous allez dire, une fois qu'on a emprunté, ce qu'il faut faire, c'est rembourser. Mais déjà, ce qui est important quand même, c'est de dire que la ressource existe. Parce qu'on a eu, si vous voulez, des périodes dans notre société où on avait du mal de trouver les fonds. Or là, ces fonds existent. Nous pouvons prêter aux collectivités locales qui souhaiteraient donc intervenir financièrement auprès de l'université. Et puis, avec l'État, nous allons, et Madame Vautrin, je me permets aussi, avec votre aide et avec l'aide des collectivités locales, je suis très optimiste sur le fait que l'on obtienne la possibilité de financer le campus de Reims, de Champagne-Ardenne à Reims, excusez-moi, il faut prendre les bons réflexes, mais qui, si vous voulez, d'accord, il n'est pas dans le plan campus, mais c'est quand même un projet exemplaire. C'est un projet, toutes les raisons, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais c'est un projet de territoire, un projet de modernité. Voilà. Donc oui, je suis optimiste pour répondre très clairement à votre question. Est-ce qu'il y aura besoin de faire des fameux PPP, partenariats public-privé, sur certaines parties du projet? Ça, si vous voulez, c'est accessoire. Et puis là, quand je vous ai dit que nous ne faisons pas d'ingérence, c'est pas le choix de la Caisse des dépôts et de consignation. Oui, ça serait plutôt une question pour Monsieur le Président. Voilà, bon, donc vous dites les fonds existent, le financement c'est pas vraiment un problème vu la qualité du projet. Donc on enregistre, tout le monde est satisfait. Il faut se battre, mais il faut toujours se battre. Il faut se battre, et puis on se battra, et puis on y arrivera. Monsieur le Président, un mot. Oui, je voulais à nouveau intervenir sur cette question-là. D'abord en corrigeant peut-être un oubli que Madame Vautrin n'a pas manqué de relever. Je n'avais pas cité l'État tout à l'heure. Pour moi, ça tombait sous le sens en rappelant que nous sommes un opérateur de l'État, que l'ensemble du patrimoine appartient à l'État, sauf pour 3 universités en France. Et bien évidemment, parce que j'avais en tête aussi le CPER, qui associe systématiquement l'État. Bien évidemment, et d'ailleurs, l'État, par la voie du ministère, nous assure de son soutien. Et nous l'a déjà d'ailleurs prouvé avec la restauration des coquilles, dans lequel l'État s'était fortement engagé. Mais si vous voulez, quand on parle de ce projet, on parle toujours de ce que ça coûte, on ne parle jamais de ce que ça rapporte. Alors, je voudrais quand même rappeler que l'université, aujourd'hui, c'est 2500 emplois. Nous sommes le 5e employeur de la région. C'est 200 millions de budget chaque année. C'est 11 500 emplois induits sur le territoire. C'est 450 millions d'euros de retombées par nos étudiants. Alors, les chiffres que je viens de vous donner sont ceux qui sont issus d'une étude de l'INSEE qui a été publiée l'année dernière, en 2013. Alors évidemment, beaucoup pensent, oui, mais de toute façon, c'est là, ça restera là. Non, c'est plus vrai, ça n'est plus vrai. Les étudiants sont de plus en plus mobiles. La capacité des universités à pouvoir ouvrir ou fermer des formations est de plus en plus importante avec notre autonomie. Et on voit bien aujourd'hui des établissements se délocaliser, y compris d'une région à l'autre, parce qu'ils trouvent de meilleures conditions pour exercer leur mission. Et ce n'est pas pour rien que j'évoquais la question des masters tout à l'heure et de notre réussite, notre valeur ajoutée en master, car c'est sans doute à ce niveau-là, avec le doctorat, c'est vrai, que les étudiants sont les plus mobiles. Nous pouvons perdre dans cette région des milliers d'étudiants très facilement. Nous en perdons déjà trop à la sortie du bac, et c'est un véritable enjeu de développement du territoire. Même les 275 millions, on voit toujours ce que... Bon, 275 millions d'euros en une année. Je n'ai jamais été dans la situation où je réunissais les financements, puis les acteurs, puis on va faire un projet. On avait plutôt été dans la logique où de quel avenir nous rêvons pour cette université, avec qui voulons-nous le construire et qu'est-ce que cela peut coûter dans une durée de 8 à 10 ans. Compte tenu de ce qui existe aujourd'hui dans la réalisation de l'immobilier universitaire, tel que nous le connaissons, plan campus ou pas plan campus,
c'est un chiffre qui est tout à fait raisonnable compte tenu des éléments qu'on a déjà évoqués. Mais je rappelle, si on n'est pas convaincu que c'est un enjeu majeur et que l'avenir de notre territoire passe, parce qu'il n'y aura pas une situation où soit on gagne, soit on reste comme on est. Ça sera soit on gagne, et je suis tout à fait d'accord avec Mme Vautrin, en Ligue 1 et le plus loin possible des relégables. Et soit on gagne, soit on perd. Et si on perd, on perdra très gros, car nous ne maintiendrons pas notre dispositif de formation et de recherche. Je rappelle que nous avons des précédents. Vous avez rappelé le triste précédent de 2005 qui nous a fait énormément de tort avec les fameux étés dans la faculté de lettres. Nous avons un autre précédent qui n'est pas tout à fait de la même nature, mais qui montre bien quand même la pertinence de ce que je veux rappeler. L'université de Reims-Champagne-Ardenne a compté jusqu'à 27 000 étudiants. Et elle est retombée à 20 000. Nous avons perdu le quart de nos étudiants. Et d'ailleurs largement en liaison avec l'image déplorable que nous avions au niveau national. Aujourd'hui, nous remontons nos effectifs, nous les remontons, nous gagnons 1000 étudiants chaque année, mais rien n'est joué, rien n'est certain pour l'avenir. Nous sommes dans un univers qui, il faut le dire, il faut le reconnaître, est aussi un univers qui est devenu concurrentiel pour les universités. Et vous voyez, c'est pas parce que nous, on ne va pas faire quelque chose que ça ne se fera pas ailleurs. Mais si on parle dans une logique de territoire, on voit bien l'intérêt du territoire à ce que ça se passe ici. Donc, beaucoup plus à gagner que les 275 millions d'euros d'investissement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais dire que je partageais le constat que vient de faire Gilles Bayard. En revanche, je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'on passe à des actes. Et donc très concrètement, et je ne suis pas chargée de faire ni l'animation ni la conclusion, mais c'est vrai qu'à un moment, on va avoir besoin de la parole de l'État, parce qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles nous n'avons pas de réponse aujourd'hui, et je sais que le président de l'université souhaite que nous l'accompagnions pour assumer un certain nombre de rendez-vous, parce que l'on veuille ou non, nous restons dans une compétence qui est une compétence État, et le premier qui doit donner le top départ, c'est l'État, parce qu'on peut tous dire qu'on est intéressé, que oui, on participera, etc. Tant qu'on ne saura pas ce que fait concrètement l'État, nous ne pourrons pas avancer parce que personne, enfin en tout cas, moi en tant que Reims Métropole, je ne peux pas aller me substituer demain matin à la parole de l'État. J'ai d'abord besoin de savoir ce que fait l'État. Et il est évident qu'en prime, nous avons ce deuxième sujet qui est l'évolution de l'organisation territoriale qui incontestablement nous interroge tous. Et je pèse mes mots, je n'irai pas plus loin que l'interrogation. Mais pour autant, là, c'est même plus des divisions dont il s'agit. On ne sait pas, en fonction avec qui nous serons mariés de force demain, comment les choses vont évoluer. Donc si nous n'avons pas un outil performant, il faut être conscient qu'il y a une menace. Donc ça n'est pas que le bâtiment, c'est l'ensemble de la mobilisation de l'ensemble des élus du territoire qui peut montrer la capacité et la volonté que nous avons à porter la recherche, l'innovation, la formation sur ce territoire. Monsieur Bonnefoy a bien compris qu'il avait une grosse pression. Attendez, avant de vous passer la parole, vous pouvez encore peaufiner votre réponse. On va passer le micro à Monsieur Langer. Comme promis, parce qu'on a beaucoup parlé développement durable, éco-quartier, dès le début du projet. Expliquez-nous comment vous allez faire. Est-ce que ça va permettre une maîtrise des dépenses ? On a beaucoup parlé de sous et d'économie. Voilà, c'est vous qui êtes en charge quand même de ce dossier-là, cet aspect du dossier. Oui, alors on pourrait effectivement croire, en tout cas, dès lors qu'on commence à dessiner que finalement l'architecture ou l'urbanisme est une discipline un petit peu du rêve, mais on n'est pas de doux rêveurs, en tout cas pas dans notre équipe. Donc la question financière de l'aménagement, on la prend à bras-le-corps dans nos autres projets. On travaille sur des projets en rue dans différentes villes de France, on a travaillé sur des projets d'aménagement d'envergure. C'est un petit peu nouveau pour nous de travailler sur des universités, mais on est extrêmement fiers d'être aux côtés de Reims et de l'université pour aboutir ce projet. Et la manière de le faire, effectivement, c'est de créer des marges de manœuvre qui soient à la fois par le phasage, la manière dont on va phaser les choses, la manière dont on va aussi interpréter le programme universitaire, c'est-à-dire que aujourd'hui les choses sont assez ouvertes. Il a fallu coucher sur le papier un certain nombre de mètres carrés. Ces mètres carrés, l'université a d'ores et déjà envisagé de faire des regroupements particulièrement pertinents
tant du côté de la recherche que du côté des services universitaires, de la vie universitaire, mais aussi des bâtiments mutualisés. Je pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'innovation en matière de traduction de ce programme et la façon dont aussi une université projetée dans le temps, si on se dit que l'amortissement de cet investissement important, c'est sur 30 ou 40 ans, on peut imaginer aussi que les besoins de l'université vont évoluer dans le temps. Et donc, il faut concevoir un projet qui soit flexible, qui soit adaptable. Et il est adaptable dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'université envisage une mue, envisage une refondation. Cette refondation, il ne faut pas la figer entièrement dans des bâtiments parce qu'on ne sait pas exactement quel visage aura l'université dans 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est sans doute aussi un enseignement du développement durable. C'est d'une part que les choses changent vite, d'autre part qu'il y a un effet de génération, que les étudiants à 20 ans, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibles à l'écologie, à la question des projets collaboratifs, à l'usage d'Internet, etc. Et pour avoir commencé un travail important de comparaison avec d'autres universités et me promener beaucoup dans les universités étrangères, vous voyez à quel point aussi les étudiants sont en réseau. La façon dont ils sont finalement aussi le cœur innovant de l'université de demain. Bien sûr, les enseignants-chercheurs circulent beaucoup. Ma femme est enseignant-chercheur, on revient de l'étranger, et donc on a pu aussi constater la façon dont la connexion, finalement, aujourd'hui, crée de l'innovation. Et donc ce projet d'éco-campus, il va se bâtir aussi avec la communauté universitaire, qui est un formidable levier d'innovation et de proposition. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui va permettre de bâtir un éco-campus, c'est de faire finalement un petit peu, je dirais, le bilan des enseignements des campus français bâtis dans les années 70-80, qui ont été sans doute, avec un arrière-plan de 68, bâtis un petit peu en dehors des villes. C'est-à-dire finalement comme des éléments autonomes parce qu'on craignait un petit peu la révolte étudiante, etc. Aujourd'hui, les campus reviennent dans les villes. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, d'abord parce qu'on voit toute la cohésion que ça crée sur le plan du projet territorial, mais c'est aussi une très très bonne nouvelle pour pouvoir mutualiser des services, pour pouvoir concevoir et partager des équipements sportifs, pour pouvoir créer une vie sur ce campus au-delà de 18 heures, pour que des salles de concert, pour qu'un certain nombre de lieux dans lesquels les étudiants aussi aiment se regrouper, soit effectivement pour le loisir, mais aussi pour le travail. Je cite souvent la phrase de Nicolas Delestre, qui est un bon spécialiste de la vie étudiante, qui dit attention à programmer des choses trop figées, parce que les étudiants mangent dans leur chambre, ils étudient au Resto U et ils dorment en cours. Hein, ce qui veut dire qu'il faut des espaces qui soient aussi très adaptatifs. Alors je pense par exemple à l'université de Jussieu qui a mis à disposition 6000 m² de Learning Center. Un Learning Center, c'est plus une salle de cours, c'est plus un amphi, c'est plus un labo de recherche, c'est un peu tout ça. C'est essentiellement finalement de la rencontre, j'allais dire de la cristallisation entre tous les acteurs de l'université au sein de l'université, mais aussi de gens venant de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est une dimension de l'éco-campus qui est importante. Et le dernier point, c'est effectivement qu'il faut une université qui soit efficace et performante et qui a une excellente raison de faire de l'éco-campus. C'est qu'il y a beaucoup de conditions réunies qui ne le sont pas toujours quand on veut faire de l'écologie ou de l'aménagement durable par ailleurs. C'est que, un, il y a une gouvernance unique. Deux, il y a un effet de levier qui est 20 000 personnes qui tous les jours consomment de l'eau, de l'énergie, jettent des déchets, etc. Et que si on a des dispositifs qui permettent de le faire plus efficacement, ça marche et ça a un poids tout de suite important. Et troisièmement, c'est parce que effectivement, je pense qu'il y a un changement de génération et que la qualité de vie sur le campus, l'attractivité du campus, ça sera l'image demain de l'éco-campus de Reims qui fera aussi rayonner et attirer des étudiants, y compris de l'étranger. Je crois qu'il y a 2500 étudiants qui viennent de l'étranger tous les ans à l'université de Reims. La France est le 3e pays au monde pour l'accueil d'étudiants étrangers. C'est un élément absolument capital et cette dimension de campus vert, elle est regardée par les étudiants avant même qu'ils aient mis les pieds à Reims. Alors, vous avez déjà commencé à projeter un certain nombre d'idées. Et à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui va être très original en dehors de la gestion des déchets et de la mutualisation des espaces pour éviter les déplacements? Est-ce qu'il y a des choses un peu originales je ne vais pas m'avancer sur des choix qui vont être faits dans les mois qui viennent. Et puis, il ne s'agit pas d'être original pour être original. Il y a des choses qui ne se verront pas. Hein, la gestion intelligente des réseaux, du numérique, de l'énergie, etc. Notamment les réseaux intelligents de gestion de l'énergie vont être un élément très très important. On parle des smart grids, on parle de l'Internet de l'énergie. Tout ça, c'est aujourd'hui un peu des mots, des métaphores, mais ça prend des reliefs concrets. La gestion des réseaux donc, va être un élément important. Et puis ce qui sera plus visible, ça sera effectivement ce qui se passera un petit peu en surface.
Et c'est sans doute la manière dont on va mettre en relation la recherche, l'enseignement, les bâtiments de vie universitaire, etc. On peut tout à fait imaginer qu'on n'ait aucun véhicule polluant sur le campus et avoir une gestion de la logistique du campus uniquement par des vélos électriques ou par des petits véhicules qui permettent une gestion de la logistique non polluante. On peut imaginer aussi, et c'est déjà des choses qui sont en gestation, que la présence de la nature sur le campus soit pas uniquement un décor, mais soit aussi remplisse toute une série de fonctions. Elle peut être productive, on peut imaginer des espaces maraîchers hyper productifs qui alimenteraient le restaurant universitaire. On peut imaginer aussi de la gestion de biodiversité sur le campus qui viendrait parce qu'on va gérer des micro-écosystèmes, finalement créer de la richesse écologique qui pourrait être observée par les chercheurs et les étudiants en master qui travaillent sur les milieux sensibles. Oui, alors ça c'est assez étonnant, la biodiversité sur le campus, là, précisez-nous, c'est qu'il faut qu'il y ait des différentes espèces animales ou il ne s'agit pas de réintroduire, comme on essaie de réintroduire l'ours dans les Pyrénées ou le loup dans les Alpes, hein, mais la biodiversité, elle est toujours présente, il y en a toujours. Hein. Si on comptait les espèces qui sont déjà existantes sur le campus, on serait tout à fait étonné du nombre qui sont présents. Donc il ne s'agit pas d'amener des espèces, il s'agit de faire en sorte qu'un certain nombre d'espèces animales ou végétales qui rendent des services environnementaux à nous les humains soient présents sur le campus. Alors ça peut être des effets de rafraîchissement. Si par exemple on gère l'eau pluviale en surface et qu'il y a un certain nombre de plantes qui sont favorables, qui sont hydrophiles, ces plantes vont prospérer, et ces plantes prospérant bien placées par rapport aux bâtiments, elles vont jouer un rôle de rafraîchissement des façades, des bâtiments, etc. Donc éviter les grandes chaleurs. On peut travailler aussi sur les revêtements, on peut travailler sur les toits terrasses. Les toits terrasses peuvent avoir un rôle de production d'énergie. Pour avoir des bâtiments à énergie positive, on peut imaginer effectivement de compléter le cocktail de fourniture d'énergie par des panneaux solaires, par du solaire thermique, etc. On peut aussi avoir un effet d'étanchéification et d'isolement des toitures, mais on peut aussi développer de l'agriculture urbaine sur les toits. Ça se fait à New York, pourquoi ça ne se ferait pas à Reims, puisqu'on joue en première division ? Donc, et puis, il y a un ensemble de fonctions écologiques que jouent des espaces, même parfois relativement limités dans l'espace, en termes de liaison entre d'autres espaces avec Reims Métropole, qui a déjà bâti finalement un ensemble de réseaux de corridors écologiques. L'université doit prendre sa place aussi dans ce dispositif. Mais tout ça doit être mis au service aussi de la qualité de vie sur le campus des étudiants, des enseignants, des personnels. Donc l'idée, c'est de fabriquer un paysage accueillant, un paysage où on a envie de rester, parce que si la première idée d'un campus mal conçu, c'est de le quitter et de rentrer chez soi, finalement, on n'obtient pas ce que l'université, le plus dont a besoin l'université et les étudiants, c'est de la rencontre. Et c'est du fait de pouvoir prolonger un cours par de la discussion, par du travail collectif, etc. Et donc, un des enjeux pour nous, architectes urbanistes, sur ce projet, c'est aussi de concevoir des espaces où on va avoir envie de rester, de musarder, de rêvasser, et s'il y en a bien un qui rêvasse, c'est bien le chercheur, parce que c'est pas uniquement sur la paillasse qu'on trouve l'innovation, c'est aussi en laissant un petit peu l'esprit vagabonder. La marche à pied, le vélo sont aussi, et c'est aussi vieux que la philosophie, des outils pour réfléchir. Donc ça sera aussi des modes de déplacement durables qui permettront finalement de faire ce cocktail de rencontres et ce bouillonnement que pourrait être le campus, l'éco-campus Croix-Rouge. Ça va ressembler au bureau de Google, alors, si on comprend bien. Merci, Monsieur Langer. On va voir s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent réagir. Monsieur Marie, et puis on passera le micro, évidemment, aux représentants de l'État après. Pour conclure, Monsieur Marie, il n'y a pas de micro, levez-vous, je pense que... Oui, moi je voulais juste dire que j'adhère complètement à cette idée qu'on n'est pas sur seulement un projet immobilier, mais sur un vrai projet de développement de l'université, et que en quelque sorte le grand campus et le projet immobilier sont la condition nécessaire à ce développement des formations, de la recherche et de l'innovation. Comme l'a d'ailleurs rappelé Gilles Bayat. Mais ayant dit cela, je voudrais quand même amener la notion, par contre, de continuité de ce projet par rapport à toute l'histoire de l'université, sans remonter à la création de Croix-Rouge en 70, vers les années 70, par là, 1970. Mais déjà, à l'époque, le campus Croix-Rouge était conçu comme un campus inscrit
intégré dans la ville. Ça, c'est déjà le projet de départ. Et je crois que c'est important de le rappeler. Et du coup, ne parlons pas, y compris pour le grand campus, de campus à l'américaine. Je dirais c'est presque l'inverse. Un campus à l'américaine, c'est une ville autarcique. Le grand campus tel que je l'ai compris, c'est au contraire quelque chose de complètement ouvert sur la collectivité, c'est-à-dire que c'est le campus 21e siècle, c'est pas le campus du 20e siècle. Donc ça, après 70, et il y a eu effectivement, ça a été rappelé à plusieurs reprises, la crise, j'étais président à l'époque, de 2004-2005, mais déjà les décisions qui ont été prises à l'époque, sans vouloir me vanter, la première d'entre elles a été, c'était pas du tout acquis au départ, le maintien des coquilles. Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque-là, il y a déjà eu une première rénovation des amphis des coquilles. La deuxième décision qui a été prise, c'était de faire un schéma de Croix-Rouge. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de regroupement, j'entends bien, j'en suis d'accord, mais quand même un schéma de développement de Croix-Rouge. Puis là-dessus, il se greffe aussi la bibliothèque universitaire. Il faut rendre hommage notamment au président de région de l'époque, Jean-Claude Etienne, qui a porté ce projet au nom de la région, et qui est sans doute aujourd'hui peut-être la plus belle et la plus rationnelle des bibliothèques universitaires de France. Et qui donc est aussi un point d'appui pour le campus, pour le nouveau campus. Et puis là, à cette époque-là, la décision a été prise de reconstruire des bâtiments et de maintenir les étudiants sur Croix-Rouge. Ça non plus, c'était pas évident. Je voudrais simplement corriger un petit peu, Madame Vautrin, vous me le permettrez, et c'est plutôt à votre honneur. Non, les crédits de la ville n'ont pas servi à mettre des étais, ils ont servi à ouvrir des mètres carrés qui ont permis de fermer les bâtiments qui avaient des étais. C'est ça qui s'est passé à l'époque. Donc voilà, je voulais rappeler un peu cette continuité et dire que le projet, finalement, c'est une évolution tout à fait importante. Alors, bien sûr, la réforme territoriale, le partenariat avec les universités qui seront dans la configuration territoriale qui sera ou qui est décidée, ça j'en sais rien, c'est important. Mais à la question qui a été posée à plusieurs reprises, est-ce que c'est un handicap si on se retrouve avec la Lorraine et éventuellement l'Alsace ou pas? Moi je réponds tout à fait non. Non, on a une tradition très, très ancienne de travail avec les universités du Grand Est. Et c'est mutuellement bénéfique. Et donc on ne perd pas en matière universitaire, on ne perd jamais à coopérer et à échanger les idées. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Marie, pour ces précisions. Une question, Monsieur René-Paul Savary. Donc voilà, le micro arrive. Non, pas de question pour dire que... Une précision, parce que vous serez peut-être sollicité vous aussi. Oui, mais le Conseil général, on sait toujours le solliciter quand il s'agit de financer, quand il s'agit de le défendre. Dans le paysage institutionnel, on trouve déjà nettement moins de clients. Mais enfin, on sera là, on prévoit déjà d'être là depuis un certain nombre d'années. Vous savez, ça fait 10 ans que j'attends ce projet, moi. Donc je ne peux que vous encourager. Mais contrairement à ce qui est fait, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'il n'est pas démarré. Et l'exemple du vaisseau amiral est un très bon exemple. Mais le vaisseau amiral vide de Strasbourg, vous croyez qu'ils vont le voir à Reims? Donc on aura les beaux bateaux. Voilà comment ça va se passer. Il faut être attentif à ça. C'est ça le regroupement régional. Vous croyez que dans un regroupement régional, on va continuer à avoir 3 universités, 3 CHU, en première division tous? Vous voyez bien que l'affaire est d'importance. C'est la raison pour laquelle il faut non seulement avoir des projets, mais des réalisations. Parce que quand ça commence à être réalisé, c'est incontournable. Et tant que ce n'est pas réalisé, ça peut être contournable. Parce qu'aux portes de Paris, qui est un atout dans un certain nombre de domaines, vu de Strasbourg, on va poser simplement la question, y a-t-il besoin d'une université si près de Paris et si loin d'une métropole européenne? Voilà. On sera entre 2 grandes métropoles, Lille et Strasbourg. Et voilà. À quelques minutes, et l'atout TGV va devenir un inconvénient dans les arguments de défense de notre université. Donc hâtons-nous,
profiter également, c'est mon dernier point, que le Conseil général existe encore pour pouvoir vous aider par des bâtiments et vous aider dans le pôle Univers sur Terre, le regroupement des 3 UFR. Vous savez, ça fait 10 ans que je suis président, je suis médecin, et bien quelque part, ça m'aurait fait vraiment plaisir de pouvoir mettre des crédits pour favoriser ce pôle universitaire, parce que c'est l'avenir. On a un monde en pleine mutation, les biotechnologies, la neuroinformatique, on a une démonstration hier, la génomie, tout ça c'est autour des sciences du vivant, et plus que jamais, le CHU est hyper important. Donc hâtons-nous et brusquons, aidons l'État, parce que l'État, je pense, va dire ce qu'il en pense, mais aidons l'État pour prendre la décision maintenant et non pas demain. Alors, Président, est-ce qu'on est encore dans les temps? Est-ce qu'on n'est pas un peu en retard dans tout ce projet-là? Je suis entièrement d'accord avec le Président Savary sur l'alerte qu'il donne sur le temps, sur la temporalité. Effectivement, il est urgent de commencer maintenant, de démarrer maintenant. Nous avons des possibilités de démarrer maintenant, et je pense que, bon, normalement, l'État... Monsieur le secrétaire général nous le reconfirmera peut-être, mais l'État a annoncé le mandat de négociation des préfets pour l'automne. Et donc, on y est en ce moment. Maintenant, honnêtement, si je vais jusqu'au bout de ma pensée, moi, je dirais, n'attendons même pas ça. Allons-y tout de suite, et en particulier lorsqu'il y a des acteurs comme le Conseil général de la Marne, qui sont, et je remercie d'ailleurs le président de m'avoir invité le 19 septembre pour m'adresser à l'ensemble des conseillers sur ce projet. Bon, c'est important. Là où je suis... alors là, je ne suis pas d'accord avec le président Savary, c'est... Effectivement, il n'y aura pas de place pour 75 universités demain. Je ne pense pas cependant, contrairement à ce que disait Jacques Meyer tout à l'heure, que l'objectif soit véritablement de ramener le paysage universitaire français à 10 pôles. Ce que l'on constate depuis le début des années 2000, c'est toujours les mêmes chiffres qui sont donnés par les ministres de l'enseignement supérieur successifs. Il faut entre 20 et 30 pôles de référence. Aujourd'hui, 25 ont été identifiés, des communes ou des associés, et on voit bien que 25, dont Reims, et on voit bien que le chiffre de 25 n'est pas en complète relation avec le chiffre des régions tel que c'est envisagé. Il y aura place pour plusieurs universités dans les nouvelles régions, mais comme je le disais tout à l'heure, rien n'est gagné, rien n'est acquis d'avance. Ce n'est pas parce que Reims est une ville de 200 000 habitants qu'elle va demain forcément être parmi les élus. C'est certain. Et là où vous avez raison, c'est qu'une partie de notre destin, et pas seulement le destin de l'université, le destin de ce territoire, va dépendre de l'urgence avec laquelle on va prendre des décisions structurantes pour l'avenir. Car effectivement, je suis d'accord avec vous, tout ce qu'on commencera maintenant, ça se poursuivra. 25 universités, mais 12 régions, seulement 13 CHU. Bon, je propose qu'on donne la parole à Monsieur Bonnefoy, parce que la pression est forte sur l'État. On va lui passer le micro. Beaucoup de questions, beaucoup de réponses attendues. Est-ce que vous êtes dans les starting blocks? Est-ce que vous êtes prêt à faire avancer le projet dans son ensemble? Alors la pression est forte, mais elle est amicale. Donc tout va bien. Moi, je ne peux que dire que c'est un très bon projet. Dire que tant le préfet que le recteur chancelier des universités en sont convaincus, qu'ils m'ont chargé de les excuser de ne pas être là, mais notamment pour le recteur, vous avez compris, c'est le jour de la rentrée. Le préfet a une visite ministérielle cet après-midi, une visite présidentielle la semaine prochaine, donc c'est vrai qu'il n'a pas réussi à se libérer. Mais c'est un très bon projet, et je prends le risque d'être un peu redondant, mais je pense que la redondance est une façon de vérifier un consensus. Et ce dont ce projet a besoin, c'est du consensus. Ce consensus s'est construit progressivement parce qu'il a été conduit selon une bonne méthode. Monsieur le Président, vous avez accentué une méthode sur la base du travailler ensemble. Vous avez fait fonctionner votre comitologie au sein de l'université pour obtenir les soutiens et vérifier
la cohérence entre les attentes et votre projet. C'est un très bon projet parce qu'il est ambitieux, et il faut qu'il soit ambitieux. C'est un très bon projet aussi parce qu'il a du sens, bien au-delà de cette dimension immobilière. Il a une forme d'exemplarité qui a été soulignée, et il a aussi une part de rêve que nous a esquissé Julien Langer tout à l'heure. Je crois aussi qu'il est exemplaire parce qu'il inscrit l'université dans un modèle économique de fonctionnement plus raisonnable et plus compatible avec l'exigence à la fois développement durable, mais aussi l'exigence économique que nous avons devant nous. C'est un projet qui s'inscrit dans un projet urbain de la ville et de l'agglomération de Reims. C'est aussi un projet qui intègre les dimensions informatiques, technologie de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs à ce titre-là que ce projet, qui n'est encore que dans les cartons, même si je revendiquerai qu'il a déjà commencé à être concrétisé, comme vous l'avez dit aussi vous-même, Monsieur le Président, c'est un projet qui détient un label de la Caisse des dépôts, dans un campus exemplaire, qui est le prémisse de cette exemplarité qui est notre ambition partagée. Je pense qu'une caractéristique dont il faut qu'on se félicite tous, c'est que ce projet a atteint une maturité au bon moment. Et c'est vrai que nous sommes un certain nombre à avoir été inquiets, à avoir partagé avec, ensemble, et avec vous notamment, Monsieur le Président, une forme d'inquiétude sur la question du rendez-vous. Ça a été souligné, l'université n'était pas prête pour les plans campus, mais si l'État n'avait pas pris un peu de retard sur la contractualisation CPR, nous n'étions pas tout à fait au rendez-vous. Et donc là, je crois qu'il faut se féliciter de cette conjonction entre la maturité du projet, la maturité des soutiens dont il bénéficie, et le calendrier de la contractualisation sur la génération 2015-2020. Donc comme effectivement ça a été dit, le Premier ministre a indiqué que les préfets recevraient leur mandat à l'automne. L'automne, ça commence le 21 septembre, donc c'est demain, on va dire. Et que dans ce contexte, d'ailleurs, vous-même, vous avez écrit, et je pense que d'autres ont déjà écrit à l'un ou l'autre des membres du gouvernement, vous avez écrit à Mme Fioraso, et le préfet, dans l'été, a signé aussi un courrier à l'attention de Mme Fioraso pour soutenir ce projet et dire que dans le cadre de cette contractualisation 2015-2020 CPER, il fallait qu'il y ait des arbitrages favorables qui permettent de compenser le fait que ce projet universitaire n'avait pas bénéficié des dispositifs antérieurs, notamment du plan campus. Donc voilà, que les arbitrages tiennent compte de ça. Personne n'imagine que ce projet soit dans la catégorie des perdants, donc nous jouons tous gagnants. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour l'université, c'est bon pour vos projets universitaires, c'est bon pour Reims, c'est bon pour la Marne, c'est bon pour la région, et que perdre, c'est tout le monde qui perd. Donc évidemment, personne ne l'imagine. Alors, sur les financements de l'État, nous sommes convaincus que l'État sera au rendez-vous au travers du CPER, qui est un dispositif traditionnel pour accueillir les engagements de l'État et les cofinancements des collectivités. Nous sommes confiants, et en tout cas, nous aurons une réponse sous peu. Comme ça a été souligné, effectivement, il a été rappelé qu'au-delà d'un projet qui, effectivement, peut donner le tournis, 275 millions d'euros, c'est beaucoup par les temps qui courent, mais c'est vrai que, vous l'avez rappelé notamment, Monsieur le Président, l'État est présent au travers du quotidien. Vous avez cité le chiffre de 200 millions d'euros de budget annuel, et l'État est au rendez-vous et vous a donné les ressources pour boucler des budgets, et même mieux, puisque vous avez indiqué que grâce à votre bonne gestion, mais aussi au fait que l'État a mis les dotations à un bon niveau pour l'Université de Reims, vous avez pu thésauriser quelques petites noisettes qui seront fort utiles. Alors, comme ça a été dit, je crois qu'il faut souligner qu'on a utilisé la fin de la génération du CPER 2007-2013 pour des réalisations, pour aussi financer un certain nombre d'études. Vous avez cité le chiffre de plus de 8 millions d'euros pour les Corolles, le bâtiment mutualisé pour les UFR de lettres
c'est un projet à 17 millions d'euros, je crois. Donc on a su, même dans des temps un peu difficiles, on est sur de l'ordre de grandeur de pas loin de 30 millions d'euros. Alors ça n'est que 10% du budget total, mais bon, sur 2-3 années, on a réussi à le faire. Et je crois que voilà, ce qui est aussi important, c'est de souligner qu'on n'est pas resté l'arme au pied et qu'on a aussi un peu anticipé. Ça nous a permis aussi de prendre conscience que ces ambitions d'efficacité, d'optimisation, quand on veut les mettre en œuvre, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai en tête ce bâtiment mutualisé. Quand il faut prendre 3 UFR pour faire en sorte que le taux d'utilisation des mètres carrés de salle de cours soit un peu au-delà de 25% du temps, on est confronté à de grosses difficultés. Et je crois qu'il faut avoir conscience que dans vos ambitions, il y a des choses qui constituent encore des vrais défis. Vous avez senti cette forme d'impatience qui était partagée par l'État. Je pense que le moment est opportun, les choses vont se décanter et que tous les encouragements qu'on a pu entendre aujourd'hui, évidemment, l'État y concourt. L'objectif, c'est cette ambition d'attractivité pour retenir les jeunes, comme ça a été dit, pour attirer des étudiants. Je sais que vous avez aussi un défi d'attirer au niveau master et thésard, parce que l'université recrute beaucoup au niveau licence, mais il y a plutôt un déficit en termes de master et de thésard, donc c'est aussi un défi auquel nous sommes sensibles et sur lequel nous sommes confiants, nous sommes optimistes. Il a été question d'un déclic, mais je crois que le ministère vous a déjà donné des signaux de confiance et de reconnaissance sur la qualité de ce projet. Ce projet est en phase avec son territoire, il est nécessaire et il permettra à votre université, il permettra au territoire de la Champagne-Ardenne d'être fort pour un rayonnement régional et dans la reconfiguration à venir, dont nous ne connaissons pas toutes les cartes, mais pour lequel je crois qu'il y a une certitude, c'est que dans les reconfigurations, pour pouvoir en bénéficier, il faut être fort. Et ce projet doit aider tant l'université que le territoire dans lequel elle s'inscrit à être fort dans les positionnements à venir. Voilà ce que je pouvais dire au nom du préfet et du recteur. Merci, Monsieur Bonnefoy. Bon, on va s'arrêter là. On est pile dans les temps. On va vous inviter à voir la maquette. Qui est-ce qui va enlever le président va enlever le drap et puis une petite coupe de champagne. Voilà. Merci à vous, merci à tous nos invités. Bon, je découvre cette maquette avec Camille Rive, qui est de la CDC, qui va nous quitter et que je voudrais remercier publiquement parce qu'elle a été véritablement au sein de la CDC un compagnon de l'université de tous les instants. Alors, qui pourrait nous la commenter? Peut-être que Thierry Guiraud ou Anne Gallois. Cette maquette, je dis tout de suite, elle peut générer des frustrations parce que les gens disent oui, mais c'est le projet, mais c'est pas le projet. La maquette représente le site existant et elle est destinée à évoluer. Donc, c'est pas un objet figé, parce que c'est un objet qui a quand même un coût. Et l'intérêt, c'est qu'on puisse l'utiliser dans des groupes de travail et des concertations, qu'on puisse déplacer des modules. Donc, dans cette maquette, tout ce qui est en jaune clair sont les modules qui vont être démolis, les bâtiments qui vont être démolis, et l'ensemble du site du campus, au cœur de Croix-Rouge, donc il y a bien le site du campus, qui laisse quand même une grande marge. Ça permet de voir aussi toutes les possibilités du site en termes d'espace, qu'on ne se représente pas forcément quand on est sur place. L'ensemble de ce site va être investi petit à petit par des petits modules, et tout ça en lien avec la communauté universitaire et avec nos partenaires. On souhaite que cet outil soit vraiment un outil de travail et sur lequel, en premier lieu, les étudiants, les chercheurs, etc., puissent nous aider à développer le projet directeur du campus
au cœur du campus et en lien bien sûr avec le territoire urbain du quartier en rue, de la commune de Lausanne, bien sûr. Donc c'est vraiment un outil partenariat. Voilà, donc un outil réalisé vraiment avec la contribution financière de la Caisse des dépôts et réalisé par l'atelier Acturba, qui est donc aux affaires du tracé du projet urbain. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Très bien. Très bien.